Bonjour à tous, ici Albatros. Aujourd'hui, on va enfin parler de ces jeux de la 7ème génération de consoles que nous n'avons pas connus. Ou que nous avons connus, mais dont nos mémoires sélectives nous préservent en nous laissant un vague souvenir flou mais agréable par nostalgie d'une époque révolue qui... Bref. J'ai décidé d'entamer cette série avec deux jeux pour le prix d'un, la série des Castlevania Lords of the Shadow. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, Castlevania c'est quoi? Dans les grandes lignes, Castlevania, c'est une série de jeux vidéo qui a commencé en 1986 sur NES. On y incarne Simon Belmont, héros qui part courageusement affronter Dracula dans son château en exterminant toutes les créatures sur son passage, grâce à son arme léguée au Belmont de génération en génération, le légendaire Vampire Killer. Castlevania compte aujourd'hui plus d'une vingtaine de jeux, et même une série animée, et est avec Metroid à l'origine du style de jeu Metroidvania. C'est donc un précurseur dans le monde du jeu vidéo, et le papa de beaucoup de mécaniques qui seront reprises et adaptées même jusqu'à l'ère moderne. Malheureusement, pour durer dans le temps, une licence doit savoir innover et s'adapter aux changements. Mario en est un parfait exemple. Beaucoup de ces licences se sont perdues en chemin, et je pense que c'est aussi le cas pour Castlevania qui aujourd'hui se contente de ressortir ses anciens opus sur les nouvelles plateformes. Bref, développé par Konami comme les premiers opus, Castlevania Lords of the Shadow sort en 2010. La même année que Super Mario Galaxy 2, Mass Effect 2, Red Dead Redemption, Halo Reach et Assassin's Creed Brotherhood. On est donc en droit de s'attendre à une tuerie quoi. Certains en ont peut-être un vague souvenir, moi-même je l'ai vu passer plusieurs fois à l'époque dans des magazines et émissions gaming. On est en plein dans cette époque, années 2000, dark, gothique, un peu underworld vous savez, où les licences avaient tendance à prendre un tournant plus sombre et réaliste. Le jeu est un genre de beat'em up, un peu dans la veine des anciens God of War. Vous savez, ces jeux qui avaient tendance à rendre votre personnage tout petit pour bien afficher les décors et les ennemis présents dans la zone. Le jeu s'ouvre sur un livre flottant en 3D qui sert de menu, c'est un détail mais je trouve ça cool. Cinématique d'introduction, et on n'a pas de VF. C'est pas grave vous me direz, mais ça m'énerve quand les jeux prennent pas le temps d'intégrer une VF, même si on a un bon cast en VO. Côté graphisme, sans être incroyable, le jeu est plutôt beau pour l'époque, même si on voit bien que les cinématiques n'ont pas le même rendu qu'une fois in-game. Côté gameplay, ça commence à déconner. On a une attaque directe, une attaque de zone, une touche pour jeter des projectiles mais vu qu'on ne peut pas lock les ennemis ça part un peu dans tous les sens, une touche pour bloquer et une esquive. Sauf que pour esquiver, c'est blocage plus direction. Et vu qu'on se déplace souvent en combat, la direction est rarement neutre. Ce qui veut dire que très souvent, quand vous voulez bloquer un coup pour déstabiliser un ennemi, vous faites une esquive sans faire exprès. Ce qui vous envoie parfois sur un ennemi qui n'était même pas à portée pour vous frapper de base. Bon, le gameplay, on y reviendra, voyons un peu l'histoire. On joue Gabriel Belmont, membre de la confrérie de la lumière dont la femme a été assassinée par les adorateurs de l'ombre. Les membres de la confrérie lui disent d'aller voir le dieu Pan pour parler à sa femme depuis l'au-delà. Alors, dieu Pan. Ouais, fils d'Hermès, célèbre pour... Ah ok, pourquoi pas? On rencontre ensuite Zobek, membre de la confrérie venu nous prêter main forte, puis Claudia, une magicienne muette qui vit avec son géant protecteur dans une cité abandonnée. Agatha. Et à partir de là, j'ai abandonné. Déjà à cause du jeu en lui-même, mais bon, vu qu'on en est à parler d'histoire, vous trouvez pas qu'on en a genre rien à foutre? On nous parle d'un masque qui permet de ramener les morts à la vie et d'une ancienne civilisation qui a créé des titans pour combattre les lycans et les trolls parce qu'ils se pensaient abandonnés de Dieu. Mais, mais moi je veux combattre Dracula quoi! Je veux me battre contre des squelettes, des zombies, des chauves-souris et des fantômes dans un château lugubre, comme dans un Castlevania. Pas affronter des gobelins dans des marais ou des putains de wargs du Seigneur des Anneaux. Ils ont un troll des cavernes. Y a bien un moment où on rencontre enfin des vampires, et c'est assez stylé, mais c'est au bout de plus de 5 heures de jeu. Pourquoi je devrais attendre aussi longtemps pour avoir le droit de jouer au vrai jeu? En plus, dans le générique, quand on lance pas le jeu direct, on nous montre bien un château et des genres de chauves-souris humanoïdes. Comme quoi, ils le savaient bien ce qu'on voulait voir. Alors pourquoi nous faire jouer tout ça avant?
Pourquoi j'ai l'impression d'être puni pendant les premières heures? Pourquoi ne pas nous donner direct ce qu'on veut? Je suis dans une colère noire. Bon, pour en finir avec le gameplay, on alterne entre combat, plateforme, énigmes un peu au pif, et 2-3 escalades de géants façon Shadow of the Colossus, sans vraiment d'intérêt à part pour faire stylé au trailer. Niveau plateforme, on n'a aucune liberté de mouvement, on a à chaque fois un seul et unique chemin à suivre, qui d'ailleurs n'est pas toujours très clair. Ça fait un peu pitié vu qu'en face on a 3 Assassin's Creed pour donner l'exemple niveau escalade. Et les niveaux en eux-mêmes te laissent croire à de l'exploration, mais en fait le chemin est autant tracé que dans un jeu à couloir, alors qu'on est souvent en extérieur. C'est liberticide et ça casse l'immersion. D'ailleurs, en parlant d'immersion, le jeu est ultra découpé sous forme de niveaux rejouables, ce qui fait qu'on a bien genre tel niveau exploration et combat, tel niveau avec les wargs, ou tel niveau en combat de géant. Et perso, ça me sort complètement de l'histoire ce genre de truc. Ça me rappelle constamment que je suis en train de jouer à un jeu, comme les nombreuses fois où on nous affiche directement à l'écran ce qu'il faut faire d'ailleurs. Retenez bien que quand un jeu vous dit quoi faire, c'est soit qu'il vous croit trop con pour trouver tout seul, soit qu'il sait que la démarche à suivre pour avancer n'est pas logique. Niveau combat, j'ai un dernier truc à dire. Je trouve ça un peu dommage que le perso s'écrase autant dans la zone. Ça donne un peu la sensation de jouer un tout petit personnage au lieu du grand Gabriel Belmont que nous vend le jeu. Alors vous me direz que dans God of War aussi le perso est réduit. Sauf que dans God of War, on sait que Kratos est une machine de guerre parce qu'on l'a déjà vu étriper des dieux de la mythologie grecque à main nue. D'ailleurs, God of War 3 est sorti la même année et s'en sort beaucoup mieux sur tous les plans et est toujours aussi excellent à jouer aujourd'hui. Oui, je sais, God of War c'est une exclue PlayStation, ok. Du coup, prenez Dante Inferno, qui a lui aussi le même gameplay qu'un God of War et qui est lui aussi sorti la même année. D'ailleurs, Dante va lui aussi affronter Satan pour retrouver sa femme décédée. Parce que oui, je vous l'ai pas dit ça, mais le boss final de ce Castlevania, c'est Satan. Pour Dante, ça paraît logique vu qu'il traverse les enfers. Mais là, c'est à moitié sorti de nulle part. En gros, Saruman, enfin, je veux dire Zobek là, le gentil, bah en fait c'était un méchant et il invoque Satan sans faire exprès. Comme un lundi. Elle est pas mal celle-là. Satan fait cramer Zobek, Gabriel bat Satan, et le masque censé ramener les morts à la vie ne fonctionne pas. Et alors que je pensais que c'était fini, on a une scène post-crédit, ce qui est assez rare dans un jeu. On y découvre Zobek allant voir Gabriel qui maintenant se fait appeler Dracula. Zobek lui dit qu'il a besoin d'aide parce que Satan va revenir, et s'il accepte de l'aider, il lui offrira enfin la délivrance du repos éternel. Cette scène, bien que stylée, soulève un certain nombre de questions. Par exemple, pourquoi Zobek est en vie? Comment Gabriel est devenu un vampire? Pourquoi Gabriel a changé de nom? Comment Satan pourrait revenir? Pourquoi Dracula voudrait mourir? Comment Zobek pourrait tuer Dracula? Qu'est-ce qu'on fout à l'époque moderne? Et de toutes ces questions, le jeu nous apporte une seule réponse, et c'est en DLC. En gros, je vous la fais courte, Gabriel se fait vampiriser pour combattre une entité plus puissante que Satan. Alors déjà, au-dessus de Satan, je vois pas ce qu'il peut y avoir à part Elizabeth Borne, mais sinon, le fait que Gabriel devienne un vampire, le fait que Gabriel soit Dracula, le méchant des Castlevania depuis le début, mais c'est capital comme info! Pourquoi l'avoir mis en DLC? Ça aurait dû être dans le jeu de base! Pourquoi ne pas avoir mis en DLC Claudia, le dieu Pan, les Lycans et les civilisations dont on se fout complètement? D'ailleurs, le DLC est assez flemmard vu que les 3/4 des cinématiques sont juste des dessins. Au moins, c'est pas compliqué à animer. Mais du coup, la scène post-crédit qui se passe donc après les DLC, est-ce qu'elle sert de transition pour lier ce jeu aux autres Castlevania? Non, c'est juste pour teaser la suite. Alors, est-ce que toutes ces questions auront une réponse dans la suite? Eh ben, nous verrons bien. Pour conclure, Castlevania Lords of the Shadow n'est pas un mauvais jeu, même si je ne l'ai pas aimé et qu'il a ses défauts. Et je ne lui reproche pas de copier ce qui marchait bien à l'époque, ça a toujours existé. Certains ne vont pas être contents que je peste autant sur un jeu qu'ils ont apprécié, et c'est vrai qu'il a ses bons côtés. Il a pour lui du gore, une direction artistique qui fourmille de détails, une histoire à multiples retournements de situation en partie écrit par Hideo Kojima. D'ailleurs, le jeu a été très bien accueilli à l'époque. Mais retenez bien qu'en 2010 sont sortis un paquet de bangers encore salués aujourd'hui. Donc, non, Lords of Shadow n'est pas un excellent jeu qui a un peu mal vieilli. Objectivement, il était déjà dépassé à l'époque.
Les fans sont donc restés 4 ans sur un cliffhanger à attendre la suite de Lords of Shadow. Suite qui, dans l'ensemble, a été assez mal reçue. Est-ce que ces critiques sont justifiées? Est-ce que les fans avaient trop d'attentes ou ont fait preuve de mauvaise foi? Allons voir ça. Castlevania Lords of Shadow 2 sort en 2014, face à Assassin's Creed 3, L'Ombre du Mordor, Destiny, Far Cry 4 et Mario Kart 8. Dites-vous qu'à ce moment-là, même la PS4 et la Xbox One sont sorties depuis 1 an, et on est toujours sur 360. Dès qu'on lance le jeu, on voit Gabriel, ou plutôt Dracula, se pencher sur un grand grimoire. Chouette rappel au menu du premier opus et son livre qui flotte. La partie commence avec ce regard qui me fait beaucoup trop rire. Et le début est vraiment épique. On incarne Dracula qui reçoit la visite de chevaliers en armure. On les affronte et cette fois-ci on a comme arsenal une épée magique, des gants enflammés et on peut sucer le sang des ennemis. Là je suis à 100% immergé dans le truc. On est le méchant, mais c'est trop cool quoi. Puis on sort pour constater qu'une armée entière est en train d'assiéger notre château. C'est le bordel. Un robot templier géant nous attaque suivi par un putain de chevalier du Zodiaque. On escalade et on détruit le mecha, puis on bat Aiolos du Sagittaire, et on rappelle à toute cette armée évangélique que c'est bien Dracula, l'élu de Dieu. S'ensuit une sorte d'explosion divine et... Est-ce que le jeu vient de crash là? Attends. Un jeu Xbox 360 sur Xbox Series X vient de crash en 15 minutes? Ah ouais, c'est chaud quand même. Bref, je redémarre le jeu, et cinématique pour nous expliquer un peu le contexte. Alors restez bien concentrés parce qu'on a 5 minutes de blabla sur le lore pour lier Lords of Shadow 1 et 2 à ce qui a pu être vu dans les autres Castlevania. Vous êtes prêts? Alors, Gabriel a pris le trône de Satan après l'avoir battu. D'ailleurs, je rappelle que si vous n'avez pas fait le DLC, vous ne saurez jamais pourquoi ou comment Gabriel est devenu un vampire. Mais sa femme a eu un enfant avant de mourir et ne lui a pas dit. Ce qui veut dire qu'il a dû être absent ou inattentif pendant un sacré moment pour ne pas s'en rendre compte. Le gosse s'appelle Trevor, il est élevé par la confrérie de la lumière et part affronter Dracula une fois atteint l'âge adulte, mais perd face à lui. En apprenant qu'il s'agit de son fils, Dracula panique et tente de le vampiriser pour ne pas qu'il meure. Trevor devient alors une créature immortelle comme son père et décide lui aussi de changer de nom pour affirmer qu'il est tout l'inverse de Dracula, et se fait donc appeler Alucard. Le verlan est un langage de jeunes. Mais c'est pas tout, parce que Trevor a lui aussi eu un enfant, et il s'appelle Simon. Simon Belmont donc, le fameux héros des premiers Castlevania. Tout est clair maintenant, non? Simon, lui aussi entraîné par la confrérie de la lumière, part affronter Dracula avec l'aide de Alucard, sans savoir qu'il s'agit de son père. Ça veut dire que le père et le fils sont allés ensemble péter la gueule de papy. Simon réussit à vaincre Dracula, et pourtant Alucard le sait, l'histoire n'est pas encore finie. Dracula reviendra. J'espère que vous avez bien suivi, parce que ça là, c'était juste le pont entre Lords of Shadow 1 et 2. Maintenant, le jeu peut vraiment commencer. On est réveillé par Zobek et son homme de main qui nous rappelle qu'il a besoin de notre aide pour empêcher le retour de Satan, avec comme monnaie d'échange, la mort. Alors ça donne envie ou bien? Je dois libérer la princesse Zelda, retenue prisonnière par le puissant et maléfique Ganon. Je dois arrêter la chasse sauvage et mener l'enquête pour retrouver Ciri. Zobek nous apprend ensuite que cette ville a été bâtie sur les fondations de notre château et que notre première cible est une puissante entreprise pharmaceutique, ce qui nous mène au plus gros problème de ce jeu, il se déroule à l'ère moderne. Ça veut dire que toute l'ambiance médiévale du début, les chevaliers et compagnie, laisse place à des complexes scientifiques, des usines, et ça colle pas. Je sais que c'est le but depuis la fin de juin, et j'y reviendrai, mais clairement on sent que le jeu ne voulait pas de cette ambiance mais a été obligé de faire avec. Du coup, pour coller avec le monde moderne, on a des phases d'infiltration dont certains se sont plaints, alors que perso je trouve que ça innove bien. On peut provoquer des nuées de chauves-souris pour étourdir les gardes, ou même posséder les gardes, et se changer en une meute de rats pour passer certains obstacles. Osez me dire que ça fait pas Dracula, c'est littéralement comme dans les films.
Je comprends que les joueurs aient pu être déçus vu que les bandes annonces montrent grosso modo ce qui se passe dans l'intro, mais le jeu a trouvé le moyen de quand même nous apporter ça. En gros, les phases dans le monde moderne sont entrecoupées de passages mi-hallucination, mi-flashback qui se déroulent dans le château de Dracula. On y croise de vieilles connaissances comme la femme décédée de Gabriel, son fils Trevor qui n'a jamais connu enfant, le créateur de la Vampire Killer. le frère du dieu Pan que l'on affronte dans un labyrinthe, clin d'œil, et on suit un mystérieux loup blanc qui nous ouvre le passage entre rêve et réalité. Dans le fond, Lords of Shadow 2 est assez semblable au 1. Même durée de vie d'environ 15 heures, même système de combat mais amélioré, même mécanique d'escalade mais moins linéaire. Donc je n'ai pas grand chose à ajouter côté gameplay, mais je comprends pas que les gens aient été autant déçus alors qu'il s'agit de la même formule mais en mieux. Les gens se sont plaints de ce côté moderne, certes, mais c'est bien Lords of Shadow 1 qui l'a imposé avec sa scène post-crédit. Le 2 s'y est adapté, mais c'est de la faute du 1. Raison de plus de préférer le 2. D'ailleurs, si vous voulez mon avis, je pense que la ville construite à partir du château de Dracula doit pas mal s'inspirer de Batman Arkham City sorti 3 ans plus tôt. On est encore sur cette idée de reprendre les formules qui marchaient à l'époque. Et puis, quitte à comparer les deux, je trouve que même l'histoire est meilleure dans le 2. Le fait que Dracula soit en fait Gabriel depuis le début m'a fait moins d'effet que le retour de François Bayrou. Je sais pas si c'est parce que c'est mal amené ou si c'est parce que j'étais pas assez impliqué, mais ça aurait dû m'impacter quoi. Alors que les scènes où Dracula fait face à son passé, affronte ses vieux démons personnels, rencontre le dernier héritier des Belmont, parle avec son fils qui joue avec des répliques des personnages de la série, puis découvrir que derrière son armure, c'était notre fils, l'homme de main de Zobek qui nous suit depuis le début. Là, je suis impliqué. Je me permets de vous spoiler la fin, mais en gros, Trevor, ou plutôt Alucard, vient voir Dracula à la fin de la bataille en intro. Vous savez, l'explosion magique, faire cracher le jeu au bout de 15 minutes, tout ça. Et donc, Alucard explique son plan. Faire passer Dracula pour mort et lui effacer la mémoire pour qu'il ne se souvienne pas du plan. En l'absence de Dracula, Satan va forcément tenter de revenir, et Zobek viendra lui demander de l'aide pour empêcher ça. Et Dracula amnésique ne retrouvera la mémoire que lorsqu'Alucard le lui permettra, au moment opportun, pour que Zobek ne soupçonne rien. Et en vrai, c'est cohérent. On croirait voir Light quand il abandonne son Death Note. Pour anéantir Satan, il faut d'abord le faire revenir. Zobek se rend compte de ce qui est en train de se passer et se change en faucheuse, boss mythique de la série Castlevania. Dracula le détruit, littéralement, et récupère la Vampire Killer. Satan apparaît et prend possession d'Alucard. Dracula est donc contraint d'affronter son propre fils une nouvelle fois. Satan sent que Dracula est prêt à tous les sacrifices pour le vaincre. Il tente de s'enfuir, mais Dracula le rattrape et le transperce avec l'arme qu'il a tant utilisée quand il était encore Gabriel Belmont. Dracula et Alucard, père et fils, ont éradiqué le mal et peuvent maintenant vivre en paix. Le château dans l'ombre du passé, la ville dans la lumière du présent. Chacun a le droit d'avoir son avis, mais il y a des faits qui sont indéniables. On peut préférer Lords of Shadow 1, mais on ne peut pas dire objectivement qu'il soit meilleur que le 2. Si certains ont apprécié la diversité des décors du 1, c'est justement un hors-sujet pour un Castlevania. Et le réel sens du jeu n'apparaît pas à la fin, mais carrément après les crédits. Le jeu aurait pu s'appeler Dracula's Origins à la limite. Et oui, Lords of Shadow 2 a ses défauts. D'ailleurs, je rappelle que Dracula pactise avec Zobek pour mourir, alors qu'en soi, le moindre ennemi du jeu aurait pu nous tuer en fin de compte. Je me permets une petite aparté, il existe un troisième jeu Lords of Shadow, Mirror of Fate. Sorti en 2013, l'histoire se déroule entre Lords of Shadow 1 et 2. On y suit l'aventure de Alucard et Simon Belmont face à Dracula, soit exactement ce que raconte la cinématique au début de Lords of Shadow 2. J'en parle peu parce qu'on sait déjà que Dracula n'est pas vraiment mauvais et qu'il est immortel, donc cette aventure ne sert à rien d'avance. Mais aussi parce qu'il s'agit d'un jeu en 2D que je trouve assez pauvre. Tellement pauvre qu'il a eu un portage sur 3DS. Il est pas si mal, hein, mais je vois pas l'intérêt d'en avoir fait un jeu 360 quand ça peut tourner sur une DS. En plus de ça, les critiques sont assez moyennes, alors disons que j'en parle pour satisfaire les puristes. Voilà, c'était la série des Castlevania Lords of Shadow, que j'ai par erreur longtemps appelé Lords of the Shadow, comme un con. Que vous connaissiez ou pas, que vous ayez oublié ou pas, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des remarques, ça se passe en dessous. Et d'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous, à la prochaine.